48% des personnes qui sont dans l'emploi. En aucun cas, le recul de l'âge légal pour entrer en retraite n'augmente la durée du travail. Parce que depuis déjà de nombreuses années, il y a une organisation de la marginalisation des seniors, comme on dit, sur le marché du travail. Et pratiquement, pour le management, dès lors que des personnes vont dans 10 ans ou dans 15 ans être en retraite, eh bien, on commence déjà à les marginaliser. Le droit à la formation devient beaucoup plus réduit. Lorsqu'il y a des plans de licenciement, c'est par eux qu'on commence. C'est eux qu'on invite de plus en plus à ne plus être salariés, mais à devenir auto-entrepreneurs, enfin, etc. Au bout du compte, encore une fois, à l'âge de 60 ans, je ne parle pas de 62, ils sont encore moins nombreux, mais prenons la statistique de 60 ans, puisque c'est la proposition de retour à la retraite à 60 ans, telle qu'elle a été mise en place en 81, en 83, il n'y a encore une fois que 48% des personnes qui sont en emploi. Et puis vous avez 20% de personnes qui sont en retraite, en pré-retraite ou en longue maladie, invalidité, parce qu'il y a pour des carrières longues quelques possibilités d'entrer en retraite à 60 ans, mais encore une fois très peu. Toutes les carrières longues sont loin d'être concernées par ce droit. De même, la pénibilité rend possible des départs plus tôt, enfin avant 62 ans ou 64 ans, mais ça ne concerne pas tous ceux qui pourraient y avoir droit. Et puis vous avez 7% de gens qui sont au chômage, et puis tous les autres, ils sont dans un rapport très aléatoire au marché du travail, un petit boulot de temps en temps, ou encore une fois auto-entrepreneur, etc. Ce sont des gens qui sont fragilisés sur le marché du travail. Et au lieu de l'être jusqu'à 62 ans, voilà qu'ils vont l'être jusqu'à 64 ans. Parce que s'ils prennent leur retraite avant, comme ce sont des gens qui n'ont pas une carrière complète, ils vont être extrêmement pénalisés. Donc l'objectif de la réforme n'est pas du tout d'augmenter la durée du travail. Les patrons n'ont pas besoin de travailleurs supplémentaires, pas du tout. C'est d'augmenter le nombre de celles et ceux qui sont en situation fragile sur le marché du travail. Donc l'argument qui consiste à dire qu'il faut travailler plus longtemps, etc., parce qu'on a besoin de créer des richesses, c'est du flan. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui font une pression à la baisse sur les salaires parce qu'ils sont obligés d'accepter des emplois de merde. Ces personnes, et ça démarre avant 60 ans, en gros, ça démarre à 55 ans. Ces seniors, comme on dit, jouent exactement le même rôle que les jeunes en insertion. Et c'est pour cela que la bataille pour les retraites, c'est la même que la bataille contre l'insertion des jeunes. C'est la même. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune en insertion ? C'est quelqu'un qui n'a pas droit au salaire, qui n'a pas droit au droit du travail. Il est volontaire en service civique. Vous voyez, tous les mots sont dégueulasses. Hein. Volontaire pour travailler sans être payé, pas très volontaire. Hein. En service civique, on invoque la citoyenneté pour faire bosser des gens sans les payer. Enfin, c'est répugnant, d'accord ? Mais vous aviez eu avant les emplois jeunes qui, pendant 5 ans, mettaient des bacs plus 2 au SMIC, au lieu qu'ils soient fonctionnaires. L'occasion de ne pas embaucher des fonctionnaires, en mettant à la place des gens bac plus 2 au SMIC, pendant 5 ans. Et on pouvait contracter un emploi jeune la veille de ses 30 ans. C'est-à-dire qu'on était jeune on est jeune longtemps aujourd'hui sur le marché du travail. Jusqu'à 35 ans, on était jeune.
Et à partir de 50 ans, on est vieux. Les bonnes années, c'est 35-50 ans. C'est pas très long. Hein. Quand elles sont bonnes, elles ne sont pas toujours. Hein. Enfin, mettons que ça passe. Donc la bataille pour la retraite, c'est la bataille contre l'insertion. Attention, je le dis, hein, c'est la même bataille. Refuser que, en invoquant l'âge, et on invoque l'âge depuis qu'on ne peut plus invoquer le genre, pour discriminer sur le marché du travail. Alors, comme vous le dites, ça n'empêche pas du tout. Hein. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont les plus discriminées par les mesures d'âge, les jeunes femmes et les femmes de plus de 50 ans. Sauf que cette discrimination par le genre est masquée, parce qu'elle n'est plus légitime, on n'a plus le droit de dire qu'on discrimine par le genre, elle est masquée par une discrimination par l'âge, qui elle est légitime. C'est légitime. Nous avons admis ce scandale de l'insertion des jeunes. Ce scandale que jusqu'à 35 ans, on n'a pas droit au salaire de la convention collective, qu'on n'a pas droit au CDI, qu'on n'a pas droit au statut de la fonction publique. Je dis 35 ans, parfois certains accèdent un peu plus tôt, mais massivement, vous avez un recul de l'entrée dans le statut salarié normal. Il y a un temps de plus en plus long dans lequel on doit accepter des salaires qui ne sont pas ceux de la convention collective, des statuts qui ne sont pas ceux de la fonction publique, se mettre à son compte dans des auto-entrepreneuriats dont on sait qu'on n'y gagne aucun droit. Il y a 1 million d'auto-entrepreneurs, il n'y en a que 100 000 qui acquièrent des droits à retraite par l'auto-entreprise. Tous les autres n'acquièrent aucun droit. C'est cela que le capital nous présente comme un problème. La liberté au travail dans l'auto-entreprise. Ou alors travailleurs du clic, dans l'économie numérique, ou livreurs de Deliveroo, chauffeurs Uber, toutes ces situations qui tendent à devenir la norme pour les catégories populaires. Et pour les catégories populaires, même chose après 50 ans. Parce que Charlotte avait raison de parler des cadres, mais quand même globalement, les cadres ne sont pas concernés par l'enjeu actuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Hollande et une ministre des Affaires sociales particulièrement efficace pour le capital, Marisol Touraine, qui a augmenté comme ça, régulièrement, d'un trimestre par an, la carrière complète. Donc on en est maintenant à 43 ans de carrière complète. Si vous avez commencé à bosser à 22 ans, parce que vous avez fait des études jusqu'à 22 ans, de toute façon, vous ne pouvez pas prendre votre retraite avant 65 ans. Donc pour cela, que l'âge de la retraite soit 62 ou 65 ans, ça ne change rien. Et les 19 milliards que le gouvernement compte récupérer en ne payant plus des retraites avant 64 ans, ce sont 19 milliards qui sont pris sur tous ceux qui, à 60 ans, ne sont plus dans l'emploi, précisément. C'est-à-dire les catégories populaires. Les catégories populaires vont, elles, perdre 19 milliards de pensions en accédant à la pension qu'à 64 ans. Alors, ce ne sera pas d'ailleurs 19 milliards de gagnés pour les régimes, puisque ces personnes qui, entre 60, et parfois c'est avant, entre 58 et 64 ans, seront ni dans l'emploi, ni en retraite, ils vont avoir du RSA, ils vont avoir des allocations de temps en temps. Les économistes ont fait leur compte, et en fait, il faudra leur affecter, du fait du recul de 2 ans de l'âge en retraite, il faudra leur affecter 9 milliards. Donc le gain total, c'est 10 milliards. 10 milliards qui sont payés par les catégories les plus vulnérables de la population. Puisque au lieu d'avoir 19 milliards de pensions, elles ont 10 milliards de RSA
ou d'allocations diverses. Mais cette bataille de chiffres n'est pas le cœur, à mon sens, de l'enjeu de la réforme. C'est là que j'arrive à mon discours joyeux que Charlotte annonçait, mais je vais le faire, effectivement. Nous avons une situation absolument inouïe depuis 50 ans. Je regardais les statistiques depuis les 70, il y a 4 millions de retraités dans le régime général en 74. Aujourd'hui, il y en a 15. Le niveau de revenu de ces retraités en 74 était très inférieur au niveau moyen du revenu des Français. Aujourd'hui, il est exactement au même niveau. Le niveau moyen de revenu des retraités est le même que le niveau moyen des revenus des ménages français. Donc nous avons une réalité totalement nouvelle où 16 millions d'adultes, alors avec des inégalités absolument scandaleuses, attention, je ne vais pas redire inutilement un tableau qui ne l'est pas totalement. Les femmes ont, à qualification identique, 7% de salaire en moins que les hommes. J'ai des femmes. Bon, 7% en moins, en moyenne. Mais ces femmes-là qui ont un salaire de 7% inférieur à celui des hommes à qualification identique, surtout dans le privé, dans la fonction publique, c'est beaucoup moins le cas. La différence homme-femme à qualification identique est pratiquement nulle. Mais ces femmes, en matière de retraite, dans le privé, pas dans la fonction publique, dans le privé, ces femmes ont des pensions inférieures de 40% à celles des hommes. Donc, je ne vais pas redire un tableau inutilement. Mais il y a quand même cette réalité massive et qui se traduit dans les enquêtes par un sentiment de bonheur, une forme de bonheur, le bonheur d'être payé sans avoir de compte à rendre à un employeur. Et cela pendant de nombreuses années. Et avec un niveau de ressources qui est le niveau moyen de la population. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être pour tout le monde, ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous avoir un salaire sans avoir de compte à rendre à un employeur ? Pourquoi est-ce que le salaire ne pourrait pas devenir un droit politique ? Imaginez, ici à Borny, tous les jeunes à 18 ans, ils ont les 1700 balles du salaire du SMIC revendiqué. Mais ça change la donne. Ça suppose une autre école, bien sûr, qu'ils soient formés à la responsabilité économique. Mais avec ces 1700 balles, ils vont faire des merveilles. Ils sont inventifs. On va les sortir des difficultés dans lesquelles ils sont, avec l'insertion. Il faut qu'ils fassent des boulots de merde pour ne pas être payés en plus. Ça change tout. Parce que le salaire n'est plus le résultat d'un travail, mais c'est la condition d'un travail. On n'est pas payé parce que l'on a fait, on est payé pour faire. C'est tout à fait autre chose. Or, c'est le cas des retraités. Les retraités, ils ne sont pas payés parce qu'ils viennent de faire un emploi parce qu'ils viennent de produire de la valeur. Ils sont payés parce qu'Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, en 1946 a posé un acte politique majeur en disant à l'âge de la retraite, ça n'est plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être payé. Non pas parce qu'on a cotisé. Aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions. Aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions. Du régime général, du statut de la fonction publique. Aucun compte. Ce n'est pas parce que j'ai cotisé que j'ai droit à retraite.
J'ai droit à retraite parce que nous sommes en train d'inventer un autre statut de la personne. Non pas devant aller quémander à un employeur son salaire, mais étant en tant que personne titulaire d'un salaire. C'est ça que nous avons inventé. Et c'est contre ça que la bourgeoisie se bat d'arrache-pied. Elle a riposté dès 1947 avec la GIRC. La GIRC, c'est le régime de retraite complémentaire des cadres, qui a été étendu ensuite, dans les années 50, à tous les salariés du privé, dans l'ARCO. La GIRC-ARCO, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. La pension, ça se mérite par des cotisations. C'est pas un droit politique qui fait que la personne devient titulaire d'un salaire. Et il est reconnu par son salaire, dans sa capacité de produire de la valeur. Non, non, c'est un mérite, c'est ce qu'on mérite par ses cotisations passées. Ça, c'est la position de nos adversaires. La retraite qui se mérite par des cotisations. Mais sur les 350 milliards de retraite, Charlotte y faisait allusion tout à l'heure quand elle disait que le bénéfice attendu de la chose, c'est 3%, ou le déficit, plutôt, le déficit annoncé, c'est 3%, excuse-moi, je me suis trompé, c'est 3%. Sur les 350 milliards de retraite, vous en avez les 3/4 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Aucun. C'est pas j'ai cotisé, j'ai droit. Ça, c'est la grande victoire communiste de 1946. Inventer un autre statut du travailleur, non pas celle ou celui qui mérite son salaire par ce travail, mais celle et celui qui est un citoyen responsable de la production et qui, à ce titre, a droit à un salaire. Son salaire, c'est l'expression, c'est le droit qui exprime sa responsabilité sur le travail. Ça fait autre chose, c'est autrement enthousiasmant. Et je ne suis pas sur la Lune, là, je suis en France. Pendant le confinement, vous avez les fonctionnaires qui ont conservé leur salaire, quoi qu'ils aient fait, parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et puis vous avez les retraités qui ont conservé leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Vous avez une mutation du sens du salaire. Aujourd'hui, sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, le tiers ont un salaire lié à leur personne et non pas à leur performance sur le marché ou je ne sais pas quoi. Le tiers ont un droit politique au salaire et non pas le salaire qui se mérite par une performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. Et qui ont conservé leur salaire pendant le confinement. Vous avez les 5,5 millions de fonctionnaires, vous avez la moitié des retraités, parce que la moitié des retraités, surtout les hommes, pour la raison que j'ai dite, la moitié des retraités ont une pension qui est supérieure au SMIC et égale à 75 à 100% de leur salaire de référence. Donc c'est du salaire continué, du salaire à vie. 8 millions de personnes. Les salariés à statut, ce qu'il en reste, parce que c'est combattu évidemment tout cela. Le fait que nous ayons un droit politique au salaire, ça nous rend plus vulnérables vis-à-vis d'employeurs auxquels nous devons aller quémander notre reconnaissance sociale. Donc évidemment que la classe dirigeante est vent debout contre le droit au salaire. Mais il faut bien remarquer qu'il y a encore des salariés à statut, à BDF, GDF, à la SNCF, même si le statut vient d'être mis en extinction par Macron pour les embaucher nouveaux, à France Télécom, à la RATP, enfin, etc. Et puis, il y a également des branches où le syndicat a été assez fort pour imposer ce qu'on appelle le droit à carrière. C'est-à-dire que dans ces branches, quand on change de poste, ça ne peut pas être pour un poste moins qualifié. C'est pas possible, c'est interdit. Y compris si on change d'entreprise, l'entreprise de la branche, évidemment, il faut rester dans la branche, hein. Mais l'entreprise, c'est le cas du, je sais pas quoi, de la chimie, de la métallurgie, là où il y a eu un syndicalisme assez puissant,
si on change d'entreprise, l'entreprise nouvelle doit nous embaucher sur un poste au moins aussi qualifié que le précédent. Donc, c'est le poste qui reste le support de la qualification, donc il y a du chômage. Hein. Si le poste est le support de la qualification, pas de poste, chômage, évidemment. Mais indirectement, c'est la personne, puisqu'elle ne peut pas aller sur un poste moins qualifié que le précédent. Quand on additionne tout ça, on arrive à 17 millions de plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne. Et bien, démarrons pour tous à 18 ans, passant du tiers à 100%. Appuyons-nous sur la retraite. Il y a déjà des retraités, c'est quand même le groupe le plus important, 8 millions, qui ont un salaire à la qualification personnelle. Supprimons le scandale des pensions féminines et donc portons à 75% de leur salaire brut, 75% du salaire brut, pas du salaire net évidemment, 75% de leur brut de référence les pensions des femmes comme le sont celles des hommes. Donc déjà augmentons le nombre des retraités qui ont un salaire lié à leur personne. Et puis, étendons cela, déjà supprimons l'insertion des jeunes, d'accord ? À 18 ans, tout jeune, a le salaire minimum, pour commencer. Vous voyez que c'est une vision positive du point de vue anthropologique. Hein. On fait confiance aux personnes. Le capitaliste, il se méfie de nous. Pourquoi ? Puisqu'il nous impose un travail que nous ne décidons pas. Donc évidemment, il faut qu'il nous tienne par le knout du salaire comme résultat d'une activité préalable. Et nous nous battons pour une société communiste, pour une société dans laquelle c'est nous qui décidons, dans laquelle c'est nous qui décidons au travail. Et donc, dans une telle société, évidemment, le salaire exprime ce droit politique. Vous savez, et donc il faut s'appuyer sur l'expérience des retraites pour l'étendre. Donc à 60 ans, mais ce sera encore beaucoup mieux à 50. Pourquoi à 50 ans la retraite Et parce que précisément c'est là qu'on devient senior et qu'on est progressivement marginalisé, surtout si on est sur des postes à faible qualification. Alors que c'est un âge où on est en pleine possession de ses moyens professionnels. Eh bien, faisons le geste de croisade pour tous les gens qui arrivent à 50 ans. Il y en a 700 000 par an qui arrivent à 50 ans. Ils deviennent titulaires de leur salaire, qui est porté au salaire moyen. La CGT, à juste titre, revendique qu'on double son salaire au cours de sa carrière, et il veut donc dire qu'à 50 ans, on a le salaire moyen. Le salaire moyen, il est de 2300 € par mois net. Ça, c'est le salaire moyen aujourd'hui. Eh bien, toutes les personnes qui arrivent à 50 ans, si elles n'ont pas 2300 €, leur salaire est porté à 2300 €. Compte non tenu de leur carrière. Il faut supprimer la condition de carrière. Si vous acceptez la condition de carrière, ça veut dire que vous continuez à être dans l'idée totalement aliénée que le salaire, ça se mérite par du travail. Ça, c'est des capitalistes qui nous disent ça. Comme ils veulent nous imposer des travaux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, il faut bien qu'ils nous tiennent par cette idéologie du salaire qui se mérite par du travail. Et la disqualification de ceux qui ne gagnent pas leur vie par leur travail. Tant que nous sommes sur ce trip-là, nous serons battus indéfiniment. Il faut sortir de ce trip. Le salaire ne s'obtient pas par le mérite d'un travail, parce que ça veut dire que le travail, si c'est un mérite, ça veut dire que ça nous emmerde. C'est curieux des organisations sociales qui se disent organisations de travailleurs et qui considèrent que le travail, c'est un lieu où on s'emmerde. C'est gênant quand même. Le travail n'est pas un lieu de mérite. Le travail, c'est un lieu de bonheur.
Et si ce n'est pas un lieu de bonheur, alors il faut que nous conquérions la souveraineté sur le travail. Il n'y a aucune raison que le travail soit source de souffrance. Il n'y a aucune raison que le travail ce soit le mauvais moment à passer pour ne plus avoir à travailler. Vous vous rendez compte? C'est ça la définition du travail dans le capitalisme. J'ai enseigné l'économie à l'université, je connais le catéchisme par cœur. Je dis catéchisme parce que nous sommes dans la religion, totalement. J'insiste sur le fait que la seule laïcité qui vale en France, c'est d'obtenir enfin la séparation de l'État et de l'Église capitaliste. L'Église capitaliste est la seule Église qui nous emmerde, et beaucoup, et qui est omniprésente dans l'État. L'Église capitaliste, c'est celle qui nous dit, et dès l'enfance, travaille bien à l'école. Fais bien tes devoirs. Est-ce que tu vas mériter avec ça? Poser le travail comme quelque chose qui nous rend méritants. Donc un truc emmerdant, mais qui nous rend méritants. Le travail, c'est pas un truc emmerdant, et ça ne nous rend pas méritants. Notre mérite, c'est d'être responsable du travail. Ça oui. Et être responsable du travail, ça s'exprime par un droit politique, comme toute responsabilité. Vous savez, il y a une pression du Rassemblement national. Et il n'y a pas qu'en France que l'extrême droite est aux aguets. Ça tient à une crise de la démocratie, et en particulier à une crise de la citoyenneté. Aujourd'hui, la majorité des catégories populaires et des jeunes ne votent pas. Ils ne votent pas pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le vote ne change rien quant à leur situation de travailleur. Rien du tout. Pourquoi? Parce que est exclu de la chose publique, celle qui est l'objet de la délibération politique, le travail. Complètement exclu. La politique s'arrête aux portes des entreprises, elle s'arrête aux portes des banques quand elle crée de la monnaie. Et même l'Union européenne a complètement légiféré sur l'indépendance de la Banque centrale. Il ne doit de compte à rien et personne. Dépolitisation totale du cœur de la vie sociale. Et lorsqu'il y a un trouble dans la citoyenneté, un trouble dans la démocratie, la classe dirigeante sort toujours son joker fasciste. Il n'y a pas qu'au Brésil. Ça nous pend au nez en France comme ailleurs. Et donc, il y a une responsabilité vraiment fondamentale de mener la bataille sur les retraites dans le souci d'un enrichissement de la citoyenneté. Les retraités, la retraite a été conquise comme un droit au salaire, pas comme un droit au différé de cotisation. Ça, c'est la réponse patronale dans la GERCARCO. Et c'est ce que veut faire les réformateurs de la retraite. Ils veulent que nous ayons des retraites à la mesure de nos cotisations. Mais nous n'avons pas du tout ça comme ça qu'on a construit. La retraite, on l'a construite comme un droit au salaire, lié à la personne, quel que soit son rapport au travail. Et qui pose le salaire, non pas comme le résultat d'un mérite, mais comme un droit politique de souveraineté sur le travail. Eh bien, partons de cet existant qui a déjà le tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne. Ce n'est quand même pas rien, c'est pas quelques chèvres sur le Larzac. Le tiers des plus de 18 ans, c'est un conquis mais formidable. Qui sera supprimé, comme le sont supprimés progressivement les statuts, etc., voyez, SNCF, etc., EDF, GDF, qui sera supprimé si nous ne l'étendons pas. Des conquis qui ne sont pas étendus sont supprimés. Donc, ce droit à retraite que je viens de décrire comme un droit au salaire, alors même qu'il n'y a pas d'activité
productive qui valide ce salaire comme résultat. Et qui fait que les retraités, avec ce salaire, mais ils sont actifs, ces retraités, évidemment. Quand on est titulaire d'un salaire. Vous savez, dans le milieu associatif, les bénévoles, comme on dit, ils sont beaucoup mieux payés que les salariés. Le rapport au salaire des bénévoles dans le milieu associatif, il est bien supérieur au rapport au salaire des volontaires en service civique, dont s'abreuvent les associations. Or, ce bonheur d'être payé pour des activités librement choisies, cette expérience-là, elle est complètement maquillée par ce foutu bénévolat. Moi, je ne connais pas de bénévoles, je ne connais que des gens payés qui font les activités qui les intéressent. Mais on les appelle bénévoles. Du coup, ça ne peut pas devenir le cas de tout le monde. On appelle bénévole quelqu'un qui n'est pas payé pour ce qu'il est en train de faire. Mais précisément, la conquête du salaire, c'est que l'on n'est pas payé pour ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui n'est pas payé pour ce qu'il est en train de faire, c'est un salarié. Et voilà qu'on l'appelle bénévole. Parce qu'il fait quelque chose pour laquelle il n'est pas payé. Mais il est payé. Les retraités, encore une fois, ils ont un revenu qui, en moyenne, est le revenu de tous les Français. Ils sont payés. Et ils font les activités qu'ils veulent. Mais tout le monde devrait être payé et faire les activités qu'il veut. C'est ça. C'est pour cela, pour que cette expérience heureuse ne se généralise pas, que l'on a créé le cordon sanitaire du bénévolat. Les bénévoles doivent dire, nous ne sommes pas des bénévoles, nous sommes des salariés à l'activité libre. Tous ceux qui travaillent au Secours populaire et tout ça, ils ne sont pas bénévoles, ils sont payés. Ah, mais ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Ah, mais tant mieux, et heureusement. C'est ce qu'on a conquis, de ne pas être payé pour ce qu'on fait, précisément. Donc vous voyez comment le mot bénévolat, hein, encore une fois, c'est un cordon sanitaire que la classe dirigeante a mis entre les travailleurs pour que l'expérience heureuse d'être payé pour mener une activité libre ne devienne pas le modèle. Que tout adulte de 18 ans à sa mort ne soit pas payé par un salaire, attribut politique lui permettant de mener les activités qu'il veut. Parce que nous faisons confiance à nos compatriotes pour savoir, en menant les activités qu'ils veulent, faire la production nécessaire aux besoins sociaux. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un cordon. Ça va être difficile d'aller chercher les gens. Ou alors les gens qui veulent poser des questions, il faut qu'ils viennent là. À moins que vous parliez fort et que Bernard puisse entendre. On essaie. Un premier. C'est-à-dire que la dernière phrase elle est quand même forte. Hein. Elle fait cogiter, alors avant de trouver la question, ça fait penser. Hein. Tu veux faire quoi S'il n'y a pas de premier, tu passes au deuxième. Oui, alors le deuxième. C'est le tour de l'opéra, c'est bon. Je t'amène une fixation. Merci beaucoup. Je voulais juste dire une chose, il y a une notion qui est
très important par rapport à ça, et c'est très subversif, c'est l'aspect du sens des activités qu'on met en place. Et effectivement, il y a un gros problème par rapport à la notion de travail. C'est pour qui, dans l'intérêt de qui, et vers quoi, et le sens qu'on y est. Et je pense que ça pose aussi beaucoup le problème de la souffrance au travail, parce qu'effectivement, les gens qui travaillent ne sont pas forcément très convaincus du sens de leur travail, et parfois même se retrouvent en conflit de loyauté par rapport à des valeurs et à ce qu'ils doivent faire. Voilà, je voulais juste ajouter ce commentaire-là. Maintenant, je pense que ça pose aussi, ça entraîne forcément une révision totale du mode de gestion de ce système, et que les gens qui travaillent, quand on les rend responsables, qui commencent à être dans quelque chose où ils autogèrent leur activité, c'est absolument extraordinaire. Voilà. C'était juste, je voulais juste apporter ça parce que je l'ai un petit peu vécu, et c'est extraordinaire aussi les compétences que les salariés peuvent mettre en œuvre lorsqu'ils sont à un centre de travail et qu'ils autogèrent. Voilà. Merci pour ton propos, camarade Friot. Il y a deux termes que je n'ai pas entendus, mais je pense que, en répondant à ma question, je vais les aborder, c'est le rapport à la croissance, surtout le rapport à la décroissance, parce que tu n'as pas nommé la décroissance, et pourtant, on pourrait mettre en cause de tous les propos quelque part. Est-ce que c'est une remarque juste ou pas? Est-ce que tu peux reprendre, parce que j'ai entendu le mot décroissance, mais j'ai pas vu le contexte. On parle ni de croissance ni de décroissance. Ah, d'accord. Voilà, moi j'aurais entendu en creux le mot décroissance dans vos propos, mais est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Une troisième question. Alors, ça sera pas une question. Ça sera pas une question, je vais essayer, voilà, je vais un peu à distance. Ça sera pas une question, ça sera plutôt une intervention que je souhaitais faire, que nous souhaitons faire au nom de Solidaire Moselle. Pour dire déjà premièrement, Solidaire Moselle, pour dire d'abord que nous sommes particulièrement heureux d'être ici dans un meeting initié par le premier comité local de défense des retraites et de promotion de nouveaux droits, avec l'espoir que d'autres naissent. Il y en a en gestation, je peux vous le dire. C'était quelque chose qu'on souhaitait à Solidaire Moselle, alors pour différentes raisons, pour comment dire, développer dans l'espace public les alternatives possibles au discours gouvernemental sur les retraites, celui également de renforcer la mobilisation, en particulier avec l'idée que sur les lieux de vie, on peut toucher des salariés précaires, qui travaillent dans des lieux qui n'ont pas forcément d'organisation syndicale. C'était pour dire que les discours alarmistes, les ponctions, l'arrogance des possédants, ça suffit comme ça. Gardons en mémoire qu'en 1945, le pays sortait d'une guerre de 5 ans avec son cortège de destruction, de souffrance et de privation, et la sociale est. Nos prédécesseurs dans la carrière ne se sont pas posé la question du combien ça coûte. Ils se sont dit, nous la voulons, la sociale, et nous allons la bâtir. Et c'est très bien illustré dans l'ouvrage que Bernard Friot a sur la table. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que nous acceptons que nos vies, notre temps de vie, soit toujours plus remis pour produire toujours et encore plus, sans même avoir le temps de réfléchir à pour qui et pourquoi? Est-ce que nous acceptons que nos vies dépendent de la seule recherche de toujours plus de dividendes pour quelques actionnaires? Est-ce que nous acceptons que leur rapacité détériore notre environnement et pourrisse nos vies? C'est la question du pouvoir sur nos vies qui est posée très clairement. Nous voulons un social, nous voulons un salaire continué, nous voulons contrôler démocratiquement ce bien commun, ce qui était à l'origine quand même de la sociale. Rappelons d'ailleurs qu'en 1996, la première loi de financement de la sécurité sociale passant au Parlement, celle dont il est aujourd'hui question avec
PLFSS rectificatif, je renvoie à ce que Charles tout à l'heure, sur les retraites, est contemporaine de la suppression définitive des élections des administrateurs de la Sécu. C'est tout un symbole à mettre en parallèle de la remise en cause de la cotisation sociale au cœur de ce bel édifice auto-organisé, auto-géré par les travailleurs au sortir de la résistance au nazisme. La cotisation nous y tenons également parce que nous tenons à la sociale propriété des salariés. Pilotons les positions de l'adversaire dans cette guerre sociale qui nous est déclarée, martelons quelques arguments. La durée en activité professionnelle, en emploi, faut le dire autrement, est de 35 ans pour la génération 1970, en baisse, qui a été 36 ans et demi pour celle de 1950, quand 43 annuités seront exigées pour une retraite à taux plein. Que feront-nous les 8 ans manquants, jetés au chômage, jetés aux maladies, etc. Pendant ce temps-là, c'est le temps du chômage pour les jeunes, quand 9 sur 10 trouvent un travail en remplaçant une retraité. La question de la retraite, c'est donc également la question de la façon dont on traite la jeunesse dans ce pays, ce que disait Bernard il y a un instant. L'espérance de vie en bonne santé, ça nécessite aujourd'hui 70 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. À 62 ans, un quart des salariés les plus pauvres, les plus usés, aux conditions de travail les plus difficiles, cumulant problèmes de logement et d'alimentation, sont déjà morts. Les âges de départ en retraite et l'augmentation des espérances de vie ont été de pair, sans compter que le recul de l'âge de la retraite est profondément inégalitaire entre pères et ouvriers, entre hommes et femmes. En 150 ans, la division par deux du temps de travail n'a pas empêché la recette d'être multipliée par 16, qui nous fera croire qu'il n'y a pas d'argent pour financer nos retraites. Avec, en pleine crise sanitaire, 236 milliards supplémentaires débranchés en 19 mois par 43 milliardaires, on pourrait distribuer un chèque de 3 500 € à chaque habitant de ce pays. Il suffit de diviser les 236 milliards par 66 millions d'habitants. Le gouvernement parle de prise en compte de la pénibilité. Foutaise, comme il a déjà supprimé les critères en la matière. Mais celle-ci, elle est partout aujourd'hui face au néo-management patronal. Ce n'est pas qu'une question de pénibilité physique. Face à la perte de sens au travail, en ajoutant 2 ou 3 ans et plus encore dans un emploi soumis aux intérêts de l'employeur et de l'actionnaire, veulent pousser au suicide dans leur dernier retranchement, au risque du pire des salariés usés physiquement et moralement. Vous voyez, j'ai laissé pousser au suicide, c'est le pire, effectivement. Alors oui, stop Macron et on passe à l'offensive. Le freinage syndical, c'est d'abord le résultat du rejet massif dans la population du projet du gouvernement Macron sur le retraite. Il est le rejet d'une politique qui impose des sacrifices au plus grand nombre pour gagner financièrement quelques-uns. C'est cette mécanique de la concentration accélérée de la richesse entre les mains de quelques-uns qu'il faut non seulement casser, mais inverser. Je termine. Il faut à nouveau nous convaincre collectivement que la réduction du temps de travail sur les différents temps de la vie, c'est possible, que la retraite à max 60 ans. 60 ans, c'est possible, mais ça peut être en deçà de 60 ans. Que 37 annuités maximum, c'est possible. Nous ne serons que plus libérés de la suggestion à l'entreprise capitaliste et ses intérêts, libérés du marché du travail. Je voulais simplement dire, pour conclure, que le travail à la réflexion d'Alain Friot booste notre réflexion individuelle et collective, la bouscule parfois. Les débats de l'heure étaient très intéressants cette journée de rencontre avec lui à la fac. Et elle a géré cette retraite pourrait être. Ces travaux, ils éclairent la construction de nos revendications. Alors, c'est un joli mot social. Nous sommes dans une bataille, la bataille des retraites, la bataille de la sécu, la bataille des salaires continus. Alors, camarades, en groupe, en ligne, en procession, soyons celles et ceux qui manifestent en puissant les places et les lieux et rendez-vous le 19 à 14h, place de l'Art, pour manifester ensemble. Moi, c'est ça la question. Oui, dans le cadre d'un travail, dire que le salaire lié au droit. Dans une entreprise qui aura toujours un système de direction, comment organiser la confrontation entre les besoins de la production défendus par la direction et les besoins d'un travail significatif pour les salariés. Une deuxième question, est-ce qu'il faut dès maintenant réclamer la retraite comme un droit civique et non plus comme un droit de récompense? Je vais peut-être me donner une question, une dernière, parce qu'on va
Ce ne sera pas une dernière réponse, mais peut-être une première phase de réponse. Ce qui me plaît beaucoup dans ces propos, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de mérite à travailler. Je pense qu'il y en aurait encore moins dans la société que tu dessines un peu, parce que justement, les activités, ça serait peut-être du bonheur. Donc on n'a pas de mérite à mener des activités qui rendent heureux. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est encore justifié d'avoir une différence de revenus? Merci pour tous les témoignages qui montrent que lorsque on décide de son travail, on sort de la souffrance au travail, parce qu'on n'est pas dans un travail imposé, mais dans un travail choisi, alors il y a une inventivité incroyable qui se manifeste. Toutes les expériences sont vie, absolument. Donc généralisons cela. Et pour cela, ça suppose qu'on sorte de la valeur travail. La valeur travail, c'est exalter un truc emmerdant, le travail, qu'on fait en se faisant chier, et du coup on est méritant. Moi je ne suis pas méritant parce que j'écris des bouquins. Je suis heureux parce que j'écris des bouquins. Ça fait autre chose. Et vous croyez que mon bonheur me dispense d'écrire? Mon bonheur me rend infiniment plus actif que j'étais là en traînant les pieds au boulot. Enfin, c'est tellement évident. Vous savez, j'habite la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays de Menton. C'est une vallée strictement célèbre, tristement célèbre pour les 400 flics qu'on y entretient par jour pour faire la chasse aux migrants. Nous dépensons 60 000 € par jour pour faire la chasse aux migrants. On est connards. On a toutes les catégories de flics, absolument toutes. On a au moins une dizaine de la congrégation. Et pour faire la chasse aux migrants, ils font des checkpoints dans le sens Italie-France. Ils arrêtent les bagnoles et il faut ouvrir le coffre pour lequel il y aura un migrant dans le coffre. Dans le sens Italie-France, pour le sens où ça en fout, bien sûr. Puis le train. Il y a un train que la SNCF et la région veulent supprimer, comme toujours. Le train qui passe par la vallée de la Roya et qui va de Tende à Nice. Ce train est régulièrement en retard parce qu'arrêté par 3 flics qui montent et puis qui vérifient qu'il n'y a pas de migrants dans le train. Dans le sens toujours Italie-France, pendant le un jour, je me trouve dans le train, je vois les 3 bandeaux arriver. Je suis un vieux militant politique, je ne négocie pas des plans catimini, ne faites pas me montrer mes papiers, évidemment. Je me lève, je parle très fort, je dis je ne vous montrerai pas mes papiers. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont impopulaires et qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Quelle est leur réponse? Nous faisons notre travail. Quelqu'un qui vous répond « je fais mon travail », c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui le sait et qui continue. Et qui du coup est méritant. Il mérite son salaire, puisqu'il fait un truc de merde. Nous avons donc effectivement à sortir de cette idéologie de la valeur travail qui pose le travail comme une contrainte qui nous rend méritants et avec lequel nous gagnons notre vie. Gagner sa vie par son travail. Parce qu'il faut la gagner, notre vie. Et gagner sa vie, c'est gagner le pouvoir de consommer, et puis gagner
des années de retraite sans travail à la fin de sa vie. La vie, c'est le pain et le non-travail. Le pain et les jeux. Ça rappelle quelque chose sur cette définition de la vie. Il y a un mépris anthropologique incroyable dans l'idéologie de la valeur travail, qui pose le travail comme un truc emmerdant, c'est normal. Vous voyez, ça naturalise. Encore une fois, j'étais prof d'économie à l'université. Les économistes appellent le travail une désutilité. C'est ça le travail. Le mot travail, il est remplacé par le mot désutilité. Vous voyez, une connotation négative. Et c'est normal. Vous voyez, il s'agit de rendre normal ce truc scandaleux que nous ne maîtrisons pas le travail parce que c'est la bourgeoisie capitaliste qui en décide. C'est pas dans la nature des choses, ça, c'est dans les rapports sociaux, c'est ça qui faut faire bouger. Il n'y a aucune raison que le travail soit source de mérite. Aucune. Sauf à accepter que ce soit un truc emmerdant. Et que se faire de la merde, ça mérite. Et c'est pour ça que le salaire, ça ne se mérite pas. Le salaire, c'est un droit politique. Et nous avons commencé à le faire puisque le tiers des plus de 18 ans ont déjà ce droit politique. Passons à 100%. On ne part pas de zéro. Je ne suis pas un réformateur social qui part de la lune. Je suis un historien du salaire qui part du réel et qui essaie de voir ce que nous pouvons en tirer. Et donc, nous pouvons tirer de l'expérience de la retraite, à condition qu'on ne l'appelle pas bénévolat, qu'on dise salarié en activité libre, d'accord? Je ne connais pas de retraités qui soient des bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Ils sont heureusement pas payés pour ce qu'ils font. Ils sont payés pour ce qu'ils sont. C'est tout à fait différent. C'est pour cela aussi qu'il faut supprimer la condition de carrière pour la pension. Parce que la pension, c'est pas un truc qu'on mérite, pas plus que le salaire. Donc la condition de carrière doit être supprimée. Toutes les propositions consistent à dire, bon, on va accepter 42 années, alors on va revenir aux 37 ans et demi, ça dépend des propositions, mais on va intégrer les années d'études dans les annuités, le chômage dans les annuités. Tout ça, c'est des propositions à côté de la plaque, je le dis clairement. Suppression des conditions de carrière. La retraite, ça ne se mérite pas. Le salaire, ça ne se mérite pas. Parce que le travail, c'est pas un truc qui fait du mérite parce que c'est de la merde. Le travail, c'est le cœur des rapports sociaux. Le travail, c'est la source de notre bonheur. Ça me permet de venir à la décroissance, précisément. Il faut absolument que nous rédivisions les quantités physiques que nous produisons. Nous produisons de quoi nourrir 12 milliards de personnes dans le monde. Nous jetons aux déchets le tiers de la production alimentaire. Je ne parle pas de tous les objets à obsolescence programmée, enfin, etc. Notre production physique est tout à fait excessive et elle doit décroître. Ça ne veut pas dire que la valeur économique doit décroître. Ne confondons pas richesse et valeur. C'est très important ce point-là. Je vous renvoie à un ouvrage de Denis Baillon. L'écologie contre le revenu de base. Denis Baillon, c'est le Denis Baba qui fait la chronique économique du journal La Décroissance, qui est un ami de Réseau Salariat. Il est à Réseau Salariat. Et il part en guerre contre une proposition qui est souvent liée à la décroissance, qui est celle de revenu de base. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre, à juste titre, richesse et valeur.
La richesse, c'est la somme de tout ce que nous produisons en biens physiques, d'accord? Le nombre de logiciels qui ont été produits, le nombre de kilos de patates qui ont été produits, le nombre de poissons qui ont été pêchés, enfin, etc., les tonnes de blé, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la richesse. La richesse, elle est le fruit du travail et de la nature. À l'origine de la richesse, il y a le travail et la nature. Nous produisons trop de richesse et nous épuisons la nature. Ça, c'est évident. Mais la valeur, le PIB, la valeur économique, c'est pas la richesse. C'est pas, le PIB, c'est pas l'addition des kilos de patates et des kilomètres parcourus en train. Ça, c'est la richesse nationale. Le produit national, la production nationale, et là on est en termes de croissance et de décroissance, elle n'est que le produit du travail. La richesse, c'est travail et nature, et ça, il faut qu'elle décroisse. Mais la valeur, le PIB, c'est uniquement le travail qui le produit. Et ça, il faut qu'il augmente. Parce que le capitalisme remplace le travail vivant par le travail mort des machines. Il élimine les travailleurs. Il élimine les travailleurs, ça a des effets écologiques dramatiques. Si vous cultivez des plantes alimentaires par des machines et non pas par du travail vivant, vous allez avoir sur le sol et sur la nature des produits des effets absolument redoutables. Il faut donc, si nous voulons réduire la richesse produite, augmenter la valeur produite. Il faut par exemple recruter au moins 3 millions de paysans, au moins 3 millions de paysans, alors qu'il n'y en a plus que 500 000, dont la moyenne d'âge approche 60 ans. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que la FNSEA, la recherche agronomique, les lycées agricoles sont en train de concocter une agriculture sans paysans, qui va produire plein de richesses et aucune valeur, puisqu'il n'y aura plus de travail vivant. Nous allons faire l'inverse, produire moins de richesses et beaucoup plus de valeur. Nous allons redonner au travail vivant la place qui lui revient. Ça ne veut pas dire supprimer toute machine, il y a des machines absolument nécessaires pour vaincre la pénibilité du travail, etc. J'ai visité un verger de kiwis totalement bio, en permaculture, etc., qui utilisait des machines d'une sophistication inouïe pour faire pleuvoir exactement au moment où il faut, parce que le kiwi, ça dépend énormément du temps de l'hygrométrie, etc. Donc, mais qui avait besoin de travail vivant considérable. Donc nous allons augmenter le PIB en diminuant les richesses. L'écologie, la décroissance de la richesse, c'est pas la pauvreté généralisée, au contraire. C'est la sortie de la pauvreté, parce que nous remplaçons le travail mort des machines par le travail vivant des humains. Donc, si décroissance, ça veut dire baisse du PIB, je dis, vous êtes des capitalistes, vous ne m'intéressez pas. Si décroissance, ça veut dire moins de richesse, c'est-à-dire moins de biens physiques produits, quand vous allez dans une grande surface, j'y vais plus, enfin de temps en temps, je m'y retrouve, alors je suis là comme ça, complètement ahuri, 3 centimes de fromage, tous les mêmes, mais avec une petite variante, tout ça emballé dans du plastique. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi j'ai besoin de 2 fromages, ça me suffit, 300. Sur les 300, il y aura le tiers de toute façon qui sera acheté, pas jeté. C'est là que les bénévoles arrivent.
L'aide alimentaire, c'est le dernier segment de l'agrobusiness. L'agrobusiness est déterminé par la grande distribution, c'est elle qui a déterminé l'agrobusiness, c'est l'élément moteur de l'agrobusiness, la grande distribution. La grande distribution génère, par ses procédés commerciaux, un tiers de déchets. Et la gestion des déchets, c'est très coûteux. Donc si on peut avoir des crédits d'impôt en faisant la bonne action de donner ces déchets à une association d'aide alimentaire, en utilisant des retraités bénévoles, c'est tout bénef. Donc il y a un moment où il faut sortir de cette folie. Mais vous voyez que ça suppose, encore une fois, que nous étendions, que nous supprimions ce mot bénévolat, d'accord ? Ce sont des salariés qui ont enfin conquis la liberté de l'activité. Sauf que ils sont confinés dans des segments marginaux où ils servent de cataplasme sur la jambe de bois. Soutien scolaire, aide alimentaire. Alors que ces salariés, enfin aux activités libres, pourraient être des éléments moteurs de l'éducation nationale, non pas à la marge pour gérer les échecs scolaires qu'elle suscite, cette éducation nationale, et pour les combattre à la racine. Mais ça suppose que les retraités restent dans l'éducation nationale, qu'ils n'en soient pas exclus. Bien sûr, pas marginalisés dans les associations, mais qu'ils soient des associations qui en plus sont des outils de guerre des collectivités locales contre la fonction publique territoriale, à laquelle ils se substituent pour moins cher, avec des volontaires en service civique. Donc la question du sens du travail, elle se résout à partir du moment où nous posons le salaire comme la condition et non pas comme le résultat du travail. Il faut totalement remettre la production sur ses pieds. Ses pieds, ce sont les travailleurs. Les travailleurs dans le capitalisme qui sont payés en dernier à la mesure de ce qu'ils ont fait. Mais il faut qu'ils soient payés en premier, en responsabilité, ensuite de produire la valeur. Et je fais le pari qu'ils la produiront. Tous ceux qui disent que ceux qui ont des ressources ne foutent rien, ça me fait penser aux arguments des esclavagistes dans la guerre de sécession, qui disaient, mais si on n'a plus d'esclaves, ben, si on les paye, mais ils ne foutront plus rien. C'est aussi con l'argument qui dit, mais si j'ai un revenu, je ne ferai rien. Bien sûr que non. D'ailleurs, les partisans du revenu universel, qui sont mes adversaires, si vous avez bien compris, je suis absolument contre le revenu universel, je suis pour le salaire, ça n'a rien à voir, font des tests régulièrement. Le test, c'est toi, tu as un salaire, pardon, mon Dieu, si moi je fais l'erreur, tu as un revenu de base. Est-ce que tu continues à travailler comme avant? Ben oui, bien sûr. Et ton voisin? Ah ben non. C'est toujours le voisin qui va arrêter. C'est classique. Mais c'est évident. Parce que, comme le disait très justement le premier témoignage, ou comme le dit l'intervenant ensuite tout à l'heure, mais à partir du moment où nous décidons au travail, nous avons absolument besoin de nous exprimer dans notre rapport au bien commun. C'est un besoin absolument anthropologique. Moi, j'en avais tellement marre qu'on me dise que oui, si les gens un salaire, ils ne foutent plus rien, que j'ai été voir le film Alexandre le Bienheureux. Je me suis d'ailleurs fondamentalement emmerdé. Mais pour voir ce... Enfin, il n'y a rien à foutre, puis c'est un boulot incroyable. Parce qu'il faut des bouliers pour pas... Je sais pas, c'est un boulot de chien, il n'y a rien à foutre.
ces conneries, d'accord. Comment on finance? Dès qu'on pose la condition comment on finance, c'est qu'on est aliéné. Comment on finance, ça veut dire quel travail préalable est nécessaire pour qu'on puisse financer. On pose le travail comme préalable. Et comme pour travailler, il faut une avance en capital, ben il faut d'abord... Alors, où on va chercher l'argent du financement de l'investissement? Et alors, la réponse de gauche, c'est une réponse qui va accepter cette question conne. Et qui va dire qu'on va le chercher là où il est. Dès que vous entendez, on ira chercher l'argent là où il est, c'est la réponse conne de la gauche. C'est-à-dire qu'on va taxer les riches. Mais taxer le capital, c'est le rendre nécessaire. C'est ça qui est emmerdant. Si on taxe le capital pour financer la sécu, voilà que les revenus de la propriété sont nécessaires pour la sécu. Donc il en faut. Sinon c'est emmerdant. Enfin, jamais Croizat n'aurait eu l'idée de financer la sécu avec une taxation des revenus financiers, mais jamais. C'est une position imbécile. Trouver l'argent pour financer le salaire, c'est supposer qu'il y a un préalable au salaire, qu'il faut produire en s'endettant auprès des prêteurs une avance en capital. On produit et on rembourse les prêteurs et on se paye vraiment à la fin. Qu'on soit travailleur indépendant ou dans l'emploi, c'est exactement la même chose. Le bénéfice de travailleur indépendant vient après qu'il ait remboursé le prêteur. Il est payé en dernier. Et le salaire, c'est donc le résultat d'un travail préalable. Et d'un travail qu'on commence à faire en étant endetté. C'est nous qui produisons la valeur, mais avant même de travailler, il faut qu'on soit endetté. C'est quand même incroyable. L'avance en capital par crédit, qui nous fait sous la dépendance du prêteur. Nous avons commencé à montrer que le roi est nu, qu'on n'a pas besoin de prêteur, qu'on n'a pas besoin de crédit, qu'on n'a pas besoin de bons crédits publics, qu'on n'a pas besoin d'un pôle public de crédit, qu'on n'a pas besoin de crédit, qu'il n'y a pas de bons crédits, parce qu'on n'a pas besoin de s'endetter pour travailler. Pour travailler, on a besoin d'avoir un salaire. Et avec ce salaire, on va produire les matières premières dont on a besoin, les outils dont on a besoin, tout ce qu'on appelle bien d'investissement, on va les produire par le salaire. Quand on dit on ne peut pas répartir toute la production, il faut en amener une partie au salaire, une partie à l'investissement. Mais c'est absurde. Ce que nous avons un investissement, ça n'est que du travail. Faire des outils, extraire des matières premières, faire de l'énergie, il ne faut que du travail. Donc la seule avance nécessaire pour toute production, que ce soit des biens de production ou des biens de consommation, c'est les salaires. Donc nous allons faire une création monétaire qui va avancer le salaire de tous les plus de 18 ans. Multiplier les 50 millions de plus de 18 ans par un salaire qui serait, mettons, en moyenne de 30 000 euros par an. Voyez ce que ça donne, 50 millions par 30 000, ça fait 1500 milliards. 1500 milliards, c'est le revenu disponible aujourd'hui dans le pays. 1500 milliards. Ben, ces 6500 milliards, nous les créons de toutes pièces par de la monnaie. C'est tout. Nous avançons ces 1500 milliards. Et avec ces 1500 milliards, les travailleurs créent la valeur correspondante
à ces 1500 milliards avancés. Parce que l'on fait confiance aux travailleurs. Parce qu'on pose les travailleurs au cœur de la vie politique. Et cela, c'est la condition pour qu'il y ait rupture écologique. Il n'y aura pas de rupture écologique tant que ce ne sera pas les personnes qui seront titulaires de leur salaire. Moi, je n'irai pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim. Ne comptez pas sur moi. Parce qu'ils défendent leurs ressources en défendant leur emploi. Ils font leur travail, comme les flics de la vallée de la Roya. Que ce soit un travail de merde ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce combat, dans ce conflit, je veux dire, sur le nucléaire. Qu'importe, tous les métiers qui doivent disparaître, il faut des quantités qui doivent disparaître. Tous ceux qui doivent être créés, il faut en créer des quantités. Toute la recherche scientifique qu'il faut déplacer du service de la valorisation du capital dans l'indifférence à l'utilité de ce qui est produit, à notre responsabilité de genre humain. Tout cela n'est possible que si les personnes de 18 ans à leur mort, d'accord, sont titulaires de leur salaire et de 18 ans à leur mort décident au travail. Moi, j'entends bien rester décisionnaire au travail jusqu'à ma mort. Pourquoi est-ce que les Arnaud et compagnie ne vieillissent pas? Parce qu'ils sont tout le temps en responsabilité. Nous, on n'est plus en responsabilité à partir de 60 ans. On est condamné à vieillir. Alors au début, non. Au début, on multiplie les activités, on fait du vélo, on fait de l'entraînement, on entretient son capital cognitif, on fait toutes les conneries auxquelles les mutuelles nous incitent. Mais au bout de 5 ans, on se rend compte qu'on est floué. On se rend compte qu'on pose des cataplasmes sur une jambe de bois dans nos activités bénévoles. On s'en rend compte. On n'est pas con. On se rend compte qu'on est en conflit avec les services d'association parce qu'on est mieux payé qu'eux. Alors qu'on se prétend bénévole. On se rend compte de tout ça. Et progressivement, toutes les enquêtes le montrent, on se ressort de tout ça. Et puis ça devient les petits-enfants, chez soi, on est vieux. Plus d'autres solutions, peut-être vieux. Mais j'ai pas envie de ça, vous voyez, pas du tout. Et pour ça, il faut être en responsabilité, il faut être travailleur jusqu'à sa mort. Travailleur de 18 ans à sa mort. Il faut que les retraités ne soient pas exclus des services publics. Moi, j'ai une femme, psychiatre d'enfants, qui a une expérience clinique, mais invraisemblable, qu'elle transmettait à l'école de puériculture du CHU à Nancy. Le jour où elle était en retraite, c'était fini, plus le droit. C'est scandaleux. Ah, mais elle peut aller faire du bénévolat. De l'aide alimentaire qu'il y a, au contraire. Pourquoi est-ce que les retraités doivent quitter les services publics ou les entreprises où ils sont, alors qu'ils pourraient y être, enfin, les promoteurs du travail libre? Mais parce qu'il faut le cordon sanitaire du bénévolat et du reflux dans le milieu associatif pour que cette expérience du bonheur d'être payé pour du travail libre ne vienne pas contaminer les autres travailleurs. C'est pour cela qu'il faut absolument mener la bataille sur les retraites comme la bataille sur la conquête de la liberté au travail. C'est ça, non pas de se libérer du travail, d'être libre au travail. Et c'est la condition écologique, j'insiste sur ce point.
il faut augmenter massivement la part du travail vivant. Si nous voulons retrouver avec le reste du vivant et la nature un rapport non prométhéen. C'est absolument fondamental. Et donc, encore une fois, l'urgence fasciste oblige que nous posions le salaire comme un droit politique contre l'idéologie de la valeur travail, qui fait que tous ceux qui s'emmerdent au travail, qui ont les métiers les plus pénibles, etc., d'accord, qui sont mal payés, sont en situation de révolte contre les allocataires qui ne font rien, d'accord. Et c'est une des racines de l'adhésion au Rassemblement national, cette affaire. Donc, si nous voulons contrer cela, il faut absolument que nous dégommions la valeur travail. Le travail, c'est pas un truc pénible qui mérite. Ça, c'est si on naturalise la souffrance au travail que nous impose le capitalisme. Le travail, c'est la source du bonheur de répondre à notre vocation de genre humain, qui fait que nous avons une vocation spécifique. Nous sommes des vivants parmi d'autres, nous sommes extrêmement redevables à tout le reste des vivants et aux non-vivants. Nous sommes en dette vis-à-vis du reste des vivants et non-vivants, mais ça ne fait pas de nous une espèce comme les autres, condamnée à s'adapter à son cadre de vie. Nous ne sommes pas dans un monde fini auquel nous devons nous adapter. Sinon, nous ne sommes pas le genre humain. Le genre humain est une espèce vivante parmi les vivants qui a la responsabilité de déjouer l'évolution et la sélection naturelle. Parce que nous sommes la seule espèce en capacité de constituer un patrimoine transmissible, patrimoine de sciences, de technologie, etc., transmissible autrement que par les gènes, extérieurement à nous. La seule espèce, en tout cas à ce niveau-là. La seule espèce qui travaille, c'est ça le travail. C'est pas s'adapter à son environnement, ça c'est pas du travail, c'est de l'activité. Et tous les vivants sont actifs, sans exception. Mais en plus d'être actifs, nous sommes des travailleurs. C'est le cœur de notre spécificité d'espèce humaine. C'est-à-dire que nous avons à constituer un patrimoine qui fait que ce n'est pas par les gènes que se conserve le fruit de nos activités. Sortir du déterminisme génétique, qui est le lot de tous les vivants. C'est notre vocation. C'est ça le travail. Et la reconnaissance de cette vocation, c'est le fait que de 18 ans à notre mort, nous avons un salaire qui est la condition nécessaire à ce que nous mettions en œuvre cette forme formidable de l'activité qu'est le travail. On ne se contente pas de s'adapter à notre cadre de vie, mais où on constitue, en dehors de nous-mêmes, un patrimoine transmissible d'une génération à l'autre, en matière de sciences, de technologie, d'organisation, de poésie, de littérature, de bonheur, divers et variés. Aucune espèce vivante n'est en capacité de le faire au niveau où nous sommes en capacité de le faire. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes dans la démission collective. Nous ne sommes pas à la hauteur. Au programme du communisme, il y a évidemment le travail. Et le travail, encore une fois, comme ça a été évoqué dès le premier témoignage, le travail
travail qui en permanence déploie notre inventivité parce que c'est nous qui en décidons. Et donc, comment on finance tout ça? On finance tout ça en créant de la monnaie qui paye les salaires, sans dette, sans crédit. De la monnaie sans crédit, bien sûr. Mais de la monnaie qui doit être détruite. La monnaie, il faut qu'elle soit détruite. Et donc, en fin de cycle, une fois que les salaires qui ont été distribués sont dépensés dans les biens de consommation qui ont été produits, lesquels incluent le coût des biens de production, bien sûr. Donc il y a une égalité entre l'addition, la somme des prix des biens de consommation et la somme des salaires qui ont été avancés, puisque dans les prix des biens de consommation, il y a les salaires de ceux qui ont fait des biens de production, ça va? Eh bien, les entreprises qui vendent les biens de production versent la totalité de leur chiffre d'affaires à la caisse de création monétaire. Et la monnaie est ainsi détruite. Chiffre d'affaires dont elles n'ont pas besoin, puisque les salariés des entreprises sont payés par le salaire. Ça va? Alors, quand c'est des choses très simples à dire, qui montrent que la question comment on finance une question conne, et que dire, mais vous savez, les 7 milliards qui montent, on va les trouver parce qu'on va d'abord faire payer les cotisations. Excuse-moi Charlotte, d'accord, mais il faut en finir avec ça. Finissons-en, enfin, d'accord. Ne nous laissons pas piéger par nos adversaires. Ne soyons plus à la remorque de leur agenda et de leur imaginaire. Ayons un imaginaire communiste, le nôtre. Un imaginaire qui nous sort de la valeur travail et qui nous pose de 18 ans à notre mort, héritiers de ce qu'ont construit nos anciens et anciens quand ils ont déconnecté le salaire de l'emploi, ce qui a été la grande bataille du XXe siècle de la CGT. Et qu'elle a gagné en partie, puisque le tiers des plus de 18 ans sont dans cette situation. Notre responsabilité à nous, c'est de passer à 100%. Est-ce qu'il y a une confrontation entre direction et salarié? Mais il n'y a plus de direction dans ces boîtes, il faut être clair. C'est une direction tournante, élue. Moi, j'ai connu ça à l'université. J'ai eu vraiment 40 ans de bonheur de l'autogestion. Je sais ce que c'est que l'autogestion parce que j'ai eu la chance de la pratiquer. Les chefs changeaient tous les 2 ans. C'était en général le dernier arrivé, parce que c'est cher d'être chef, et donc on essayait de s'en dispenser. Mais on le faisait quand même. On le faisait parce qu'on ne voulait pas avoir de chef, justement. Pour ne pas avoir de chef, il faut le devenir à tour de rôle. C'est la seule solution. C'est ce que les toubibs ont oublié à l'hôpital. Si on ne veut pas avoir de directeur d'hôpitaux, il faut que les toubibs, à tour de rôle, les infirmiers, etc., à tour de rôle, exercent les responsabilités. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on se fait perdre la responsabilité au travail. Donc, il faut évidemment supprimer les chefs. Supprimer les chefs, c'est un contre-tournant. Par élection ou par n'importe quelle désignation, je ne sais pas quoi, un tirage au sort, ploum blaboum, enfin, etc. Moi, je n'y connais rien. Hein. Mais, voilà, on sait faire, on l'a fait, on sait faire, il n'y a pas de problème, il faut arrêter l'exaltation. Enfin, bon, moi je ne lis pas Gala, je m'en passe, d'accord. L'exaltation des grands hommes, j'en ai vraiment rien à foutre. Hein. C'est en général de grands connards. La hiérarchie des salaires, est-ce qu'il faut une hiérarchie des salaires? C'est contradictoire avec ce que je dis, la hiérarchie des salaires. Si le salaire, c'est un droit politique, il n'y a pas de vote plural, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait des votes, des droits, des salaires plus élevés? Or, je propose une hiérarchie des salaires. Les vacances? Pardon? Il y a des vacances? Les vacances où? Et bien sûr qu'il y a des vacances. Encore une fois, tout n'est pas travail. J'ai défini le travail comme cette mobilisation spécifique, d'accord? Le travail, je ne sais pas, c'est les pyramides, ça c'est le travail, vous voyez. Si les Égyptiens s'étaient contentés d'être écolos, c'est-à-dire de réagir
à leur environnement, ben, ils auraient continué à faire leur blé, leur machin, leur truc, ils n'auraient pas construit des pyramides. Alors, on peut dire, à quoi bon construire des pyramides? Ouais, je ne vais pas m'emmerder avec cette question-là. Ce que je constate, c'est que dans toute société, nous avons une mobilisation spécifique qui va au-delà de la réaction à l'ici et maintenant de mon environnement, dans toutes les sociétés. Pour le pire dans le capitalisme, d'accord, puisqu'il s'agit de produire de la valeur pour la valeur et d'envoyer Musk sur Mars, un truc dont on n'a rien à foutre, d'accord. Puis qu'il y aille et qu'il y reste, bien sûr, évidemment. Puis au moins, il faut la paix pendant 50 ans, parce qu'il faut 50 ans pour y arriver, donc on est tranquille déjà. Donc il en emmène aussi un certain nombre d'autres, bien sûr. Macron en particulier, par exemple. Et donc, bon. Mais encore une fois, ne renonçons pas à cette ambition qui est propre à notre espèce. Alors, une hiérarchie des salaires, pourquoi? C'est pour une question pragmatique. Si nous voulons ajuster les trajectoires individuelles aux besoins sociaux, et nous ne sommes pas sûrs du tout que les trajectoires individuelles correspondront à l'ensemble des besoins sociaux. On est sûr qu'il y aura une effervescence de travail, mais est-ce que cette effervescence résoudra tous les besoins sociaux? A priori, on peut penser que non. Il faudra donc pousser les gens vers certains emplois. Alors, si c'est un truc non qualifié, à tour de rôle, mais moi j'ai aucune envie, je reprends mon exemple habituel, que je rabâche, arrivant à 2h du mat aux urgences, au CHU, de trouver devant moi quelqu'un qui est là à tour de rôle, d'accord? Parce que je me dis que ça va être une sacrée merde, d'accord? Donc j'ai envie de quelqu'un de très professionnel, d'accord? Et on n'est pas à tour de rôle très professionnel, excuse-moi, mais ça n'existe pas. Je sais, pour avoir fait 50 ans de boulot sur la Sécu, que c'est pas à tour de rôle qu'on est chercheur sur la Sécu. Et donc, tout n'est pas... Des choses sont solubles par le à tour de rôle, je suis entièrement d'accord, mais pas tout. Il y aura des métiers qui nécessiteront des métiers de nuit, par exemple, pour des procès qui ne peuvent pas s'arrêter, pour des urgences hospitalières, etc. Il y a des métiers qui devront se faire la nuit. Bon. Il faudra que ceux qui les fassent montent en qualification plus vite que les autres. C'est pour ça qu'il faut une hiérarchie des salaires, à mon avis. Si elle est de 1 à 3, elle est quand même très limitée. Mais je me heurte dans le réseau salariat à des camarades qui pensent que non. Tant qu'il y aura une hiérarchie des salaires, il y aura une discrimination dont les femmes seront victimes, par exemple, dont les racisés seront victimes, par exemple. Et leurs arguments sont très forts. Donc voilà, là je ne sais pas où j'en suis. Donc ma réponse c'est je ne sais pas où j'en suis, chers camarades. Voilà. Et puis c'est une bonne fin de séance d'ailleurs. Hein. Nous ne savons pas où nous en sommes, mais nous y allons.